Fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, où que vous soyez, vous êtes sur Bonferré Télévision et Radio. Vous suivez ce rendez-vous hebdomadaire de l'AMN en collaboration avec Bonferré Jeunesse Active, l'émission qui vous entretient, l'émission qui vous accompagne dans le cadre de la sensibilisation de la réforme de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, avec plaisir et le même dynamisme, nous vous entretenons sur un sujet plusieurs fois débattu, revenu au centre de nos entretiens, au centre de nos discussions sur ce même plateau, la question de la jeunesse particulièrement nigérienne. Au centre de tous les débats, cette jeunesse est présente sur toutes les lèvres. Dans le viseur des grandes décisions, elle constitue une cible privilégiée de plusieurs projets. La jeunesse. Convoitise des convoitises, maillon clé du progrès de toute nation. Cette jeunesse qui est vue comme le fer de lance de tout développement. La jeunesse, notre jeunesse, mérite attention, toute notre attention. Au-delà de ce catalogue très affectif, il y a aussi un autre catalogue aussi sombre, malheureusement. Une jeunesse au centre des mots, plusieurs vices. Oisiveté, dépravation des mœurs, sexualité, perte de temps, chômage, drogue et j'en passe. Devant ce double catalogue, entre ce tableau sombre et les propos affectifs, il y a une question qu'il faut se poser. Le travail à faire, le travail de conscientisation, le travail de prise de conscience. Jeunesse Active décide aujourd'hui de porter son regard sur cette question de jeunesse consciente, jeunesse responsable, jeunesse engagée, à l'épreuve des faits dans le contexte nigérien. Pour en parler, je reçois deux invités, deux jeunes sur ce plateau représentatif. Nous avons avec nous notre frère Ishaq Chitou, il est journaliste. Il est aussi membre du directoire du mouvement Tous pour la République. Je rappelle aussi qu'il est un acteur engagé, actif sur les réseaux sociaux, sur des questions d'actualité. Chitou Samuel. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Ça fait un moment disparu du rétroviseur du plateau de Jeunesse Active. Ça fait un plaisir cet après-midi de vous recevoir sur ce plateau. Avec plaisir de partager. Merci bien. Avec vous, on va passer en revue cette question de jeunesse consciente au Niger. Notre deuxième invité, Boubacar Hussein Ibrahim. Je rappelle que vous êtes responsable de programme au niveau de l'association Mon École. Bonsoir aussi et merci d'être là. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Fidèles téléspectateurs, restez fidèles où que vous soyez, suivez attentivement. Vous avez la possibilité de participer en direct à cette émission à travers vos questions ou vos contributions. Le numéro sera d'un moment à l'autre sur votre écran. Issaq, jeunesse consciente à l'épreuve des faits au Niger, jeunesse responsable, jeunesse engagée. Le panorama de ce que laisse voir aujourd'hui la jeunesse nigérienne au Niger, si on peut parler. Quel contenu ou sens vous donnez à ce concept de jeunesse consciente? Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de rester à cette émission Jeunesse Active que l'AMN a initiée il y a quelques temps. Donc ça fait un bout de temps que j'ai l'habitude d'y assister, mais un bout de temps j'ai disparu des radars de Niamey, donc je suis revenu. Voilà, la jeunesse consciente. Donc quand on parle de la jeunesse consciente, moi, dès que vous m'avez parlé, vous m'avez posé la question sur la jeunesse consciente, le terme consciente là m'a interpellé et ça m'a rappelé
que nous avons trouvé nous aider à parler des générations conscientes. C'est quoi cette génération consciente? Parce qu'à un moment donné, les jeunes Africains qui nous sommes, nous avons perdu les repères. Donc il fallait rappeler les gens sur pour qu'ils soient sur les rails, comme on dit. Voilà, donc on a commencé, il y a des acteurs publics qui ont commencé à parler des générations conscientes. Donc cette génération, elle doit être consciente. La conscience dans le sens de savoir ce qui se passe, savoir où est-ce que nous allons, savoir ce que nous voulons. C'est ça la conscience, c'est ce que moi je pense de la jeunesse consciente. Donc la jeunesse qui est consciente, c'est cette jeunesse-là qui se donne un objectif de la vie, qui n'est pas là à croiser les bras, voilà, à écouter, à avaler, cette jeunesse qui pense, qui réfléchit et qui cherche à, si elle n'est pas sur à se mettre sur la voie du développement dans la communauté de laquelle elle évolue, et après, au-delà, le pays, au-delà du continent africain. D'accord. Alors surtout, vous êtes jeune au Niger, vous êtes nigérien. Ce contenu-là, cette implication que vous venez là de donner au concept de jeunesse consciente, ce rappel des origines même de ce concept-là, est-ce qu'à l'épreuve des faits, à la réalité des choses que nous vivons aujourd'hui, jeunesse nigérienne et concept de jeunesse consciente, où est-ce que vous vous situez? Parce que il faut, comme je le disais, il faut d'abord se fixer un objectif. En se fixer un objectif, dans le fait de se fixer un objectif, il faut se définir d'abord, savoir qui je suis. Qui sommes-nous d'abord? Ça nous permet de savoir où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous visons. Voilà. Donc d'abord, je me rappelle un dessin animé que les Ivoiriens ont. Kirikou, je pense que c'est les Ivoiriens qui sont derrière la réalisation de Kirikou. Quand Kirikou est venu, il a tapé à la porte de Karaba. Karaba dit qui c'est? Il dit c'est Kirikou, c'est lui qui sait ce qu'il veut. Ça m'a, depuis ma tante de jeunesse, là, ma tante d'enfance, ça m'a interpellé. J'ai dit, bon, il faut qu'on sache ce que l'on veut. Il dit, Kirikou répond en disant qu'il est Kirikou, c'est lui qui sait ce qu'il veut. Donc il faut savoir ce que nous voulons. Dans ce que nous voulons, donc nous sommes ce que nous sommes d'abord, ça nous permet de savoir ce que nous voulons. Donc cette jeunesse que nous avons dans notre contexte nigérien, je pense qu'elle est en train d'être embarquée. Elle est en train d'être embarquée avec ce que nous voyons de l'actualité, les réseaux sociaux. La jeunesse, elle a comme l'impression que, nous avons comme l'impression que cette jeunesse, elle consomme. Elle est devenue une jeunesse consommatrice au lieu de réfléchir, de devenir consciente pour mieux voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le monde est bourré de vendeurs d'illusions. Le monde est plein des gens qui sont là, qui vont vous dire, bon, voilà la voie que vous allez suivre, alors qu'ils savent que cette voie-là, elle ne va pas vous mener très loin, mais elle va juste vous mettre un peu à l'écart des autres. Elle va juste vous faire semblant de vous mettre au-dessus des autres, ou faire semblant de vous faire monter au sommet, mais à la fin, vous allez tomber. Et quand vous tombez, vous allez faire une chute libre, comme on dit. C'est ça, malheureusement, ce que nous constatons. Donc, pour que la jeunesse soit consciente, il faut qu'elle s'identifie. L'identification, il faut qu'elle sache ce qu'elle est d'abord. Quelle est mon identité? Moi, je suis jeune, quelle est mon identité culturelle? Voilà. Dans l'identité culturelle, nous avons la religion, nous avons d'autres aspects de la tradition. Donc, moi, je me définis. En fonction de ça, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi de la vie pour évoluer? Quel chemin dois-je suivre? Il faut que ça soit à chaque fois. Ça, c'est du début de la prise de conscience jusqu'à la fin de la vie. Dès que l'enfant il devient jeune, il devient adolescent, il doit se dire à chaque fois, dès qu'on lui présente quelque chose, il doit se définir d'abord. Moi, je suis qui? Où est-ce que je vais?
Il ne faut pas être de l'embarquement. Avec l'embarquement, nous avons ce que j'appelle les escrocs culturels. Nous sommes dans une escroquerie culturelle où on nous fait croire que cela fait partie de nos cultures, alors que c'est loin d'être dans nos cultures. D'accord, on reviendra avec vous incessamment. Le temps de rappeler le thème à nos téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche. Vous êtes sur Bonferré Télévision et Radio. Cet après-midi, votre émission préférée Jeunesse Active. Nous abordons cette thématique de jeunesse consciente à l'épreuve des faits dans le contexte nigérien. Notre deuxième invité, naturellement, Ibrahim, vous représentez l'association Mon École. Alors, vous êtes en contact permanent avec les jeunes, vous encadrez les jeunes, vous formez les jeunes scolaires, d'autres jeunes d'autres couches sociales également. On parle de jeunesse consciente, ce contact permanent que vous avez avec les écoles, quand vous faites le parallèle avec ce contenu, ce concept de jeunesse consciente, qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de nous avoir vraiment donné cette opportunité et ce privilège d'être sur ce plateau. Et donc, par jeunesse consciente, nous disons qu'une jeunesse consciente est d'abord cette jeunesse active, une jeunesse vraiment soucieuse de l'avenir, n'est-ce pas, et du sort du pays, n'est-ce pas, une jeunesse vraiment qui arrive à envisager avec discernement et pragmatisme le sort de notre pays dans lequel nous vivons. Donc cela dit, je pense que la relation que nous entretenons avec les élèves, n'est-ce pas, nous permet aisément d'affirmer que vraiment on est en train de suivre un train de la conscientisation de la jeunesse, même si elle n'est pas effective, mais quand même elle est en train de suivre son train. D'accord. Alors j'ai envie de vous poser une question qui peut paraître bizarre. Vous êtes jeune, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Alors est-ce que vous êtes jeune conscient? Jeune conscient. Si oui, comment et pourquoi? Si oui, comment et pourquoi? Alors je vais, à mon humble avis, n'est-ce pas, d'une manière modeste, c'est pas pour être prétentieux, et je peux m'affirmer comme étant un jeune conscient. Oui, donc je définis la jeunesse consciente d'abord sur 3 critères. Donc le premier critère, c'est quoi? C'est une jeunesse qui est vraiment au-dessus, qui n'est pas à l'insu des défis, n'est-ce pas, et des enjeux qui sont les siens. D'abord, je suis vraiment au-dessus des défis et des enjeux, n'est-ce pas, qui nous gangrènent. Maintenant, le deuxième critère, c'est quoi? C'est vraiment une jeunesse qui arrive à s'appréhender, à s'acquérir, n'est-ce pas, des différents enjeux et défis qui sont là. Et une jeunesse qui va maintenant servir de panacée. Une jeunesse qui va servir de solution aux différents maux et qui va peut-être envisager de penser la plaie, n'est-ce pas, qui est en train de nous déranger. Donc ceci dit, je pense humblement que je suis jeune conscient. Jeune conscient. Alors surtout aussi jeune conscient, si oui, comment les jeunes qui vous suivent aujourd'hui en quoi ils peuvent voir en vous ce modèle de jeune conscient? Oui, bon, ça paraît aussi prétentieux. Moi, je ne peux pas trop paraître aux yeux du monde comme étant ce jeune-là qui a tous les privilèges, qui se dit ce qu'il n'est pas, mais je pense que nous avons des exemples à suivre. Nous avons des exemples, il faut que notre jeunesse ait aussi cet exemple-là. L'exemple, pourquoi on prend exemple sur les gens, c'est quand ils font du bien pour la communauté, quand ils font du bien pour leur pays, quand ils font du bien pour le monde en général, le monde, l'humanité en général. C'est ça l'exemple. Quelqu'un qui fait du bien, quel que soit le temps, le temps de vie qu'il a eu à passer, il doit être un exemple. C'est ça l'exemple. Parce qu'on ne peut pas prendre l'exemple sur le mauvais. On prend toujours l'exemple, dès qu'on parle d'exemple, c'est un bon exemple. Donc il faut que nous soyons des bons exemples. Il faut que quand nous sommes dans un cercle, que ce soit dans un cercle professionnel, le cercle social, le cercle académique, il faut que nous donnions un exemple aux autres. Le bon exemple. Voilà. Il faut que nous fassions des bonnes choses. Et quand on parle de la vertu, la bonté, quand on parle de ce qui est bien, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Ça relève de ce qu'on appelle la disposition naturelle de l'homme. L'homme, où qu'il soit, qui qu'il soit, il sait ce qui est bien pour lui. Et quand il fait du bien,
ses semblables qui sont à côté de lui savent que c'est du bien qu'il fait. Donc là, on n'a pas vraiment besoin d'une grande référence pour savoir si ce que nous faisons est bon. Parce que nous avons tout, on revient à la conscience aussi, nous avons tous une conscience. Et cette conscience-là, dès lors que elle ne nous gronde pas quand nous faisons des choses, parce qu'elle nous gronde, elle est aussi une sorte de juge qui est à nous. Donc quand nous faisons des actes qui ne sont pas bons, cette conscience va nous gronder. C'est pour cela qu'on parle de quand quelqu'un veut, il dit quand ma conscience ne me gronde pas. Donc cette conscience-là, il y a une disposition, une prédisposition, plutôt une prédisposition naturelle à chacun de nous. Donc nous sommes tous conscients et quand nous voulons être conscients, donner un exemple, être le modèle, on doit agir de telle sorte que notre conscience ne nous gronde pas. Agir à ne pas faire mal aux autres. Là, quand vous définissez le jeune conscient comme celui-là qui a un objectif, celui-là qui a une vision, celui-là qui peut travailler, œuvrer à résoudre un problème, un mal dans son entourage, est-ce que vous ne vous situez pas, vous ne vous identifiez pas à ce jeune conscient-là? Bon, je n'aime pas vraiment parler de moi ou faire de moi. Bon, aujourd'hui nous sommes dans un monde où bon, chacun peut venir, surtout avec les réseaux sociaux là. Nous sommes un peu trop câblés, je dirais trop même. C'est des trop parfois sur les réseaux sociaux où on voit chacun vient, il expose, il fait une exposition de sa vie, une exposition de ce qu'il est. À un moment on parlait des influenceurs là. Je sais pas, ils veulent influencer qui par rapport à quoi? Voilà. Moi, je ne veux pas être dans le moule là. Nous allons prendre un invité surprise en direct sur ce plateau. Nous avons avec nous Samba Ibrahim. Samba qui est ancien membre du bureau de l'association des étudiants de Samba, salam alaikum. Samba, bonsoir. Vous êtes en direct sur Bonferré Télévision et Radio. Nous parlons de jeunesse consciente au Niger. Vous êtes aussi jeune, vous avez géré la jeunesse, vous continuez à gérer la jeunesse. Vous êtes également encadreur, vous êtes formateur, vous êtes réformateur. Samba, jeunesse consciente au Niger, qu'est-ce que vous habitez? C'est ça qu'on a fait pour l'invitation. D'abord, je commencerai par saluer les auditeurs auditrices qui nous suivent. On vous reçoit un peu faiblement. Je disais, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je salue les auditeurs et auditrices qui nous suivent actuellement sur la télé et Radio Bonferré. Par rapport au thème que vous êtes en train de changer, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faut davantage sensibiliser la population nigérienne, notamment la jeunesse, et d'enlever l'équivoque sur des petites stars que nous constatons ça et là. Aujourd'hui, vous savez que ce n'est un secret pour personne, que certains veulent utiliser les défauts des musulmans pour nuire à l'islam. Nous avons toujours l'habitude de dire que les musulmans ont leurs défauts, ils ont leurs qualités aussi. Oui. Mais là où les musulmans faillissent, il ne faut pas que les gens se permettent de dire que c'est la faute à l'islam. Mais c'est la faute ou les défauts des musulmans, c'est deux choses différentes. Comprenez? Donc, les quelques tâches que nous constatons ça dans la société, il ne s'agit pas de donner ou en tout cas de faire en sorte que l'islam porte le chapeau. Il y a cela quelques jours, j'ai suivi un fait divers sur les réseaux sociaux où une demoiselle se permettait, par exemple, je prends cet exemple-là, de dire que si une femme, par exemple, épouse un mari musulman, se refusait à elle et que le mari, malgré cela, se permettait en tout cas de l'aborder du point de vue civil, cela constitue un viol. Est-ce que vous voyez, entre mari et femme? Elle a soulevé cette question. Et moi, l'analyse que j'ai faite par rapport à ce qu'elle a écrit, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que les gens se permettent de lire l'islam par rapport à ce qu'ils ont appris à l'école profane. C'est le droit que vous avez appris, c'est celui, c'est cela. Et vous voulez que
vous voulez conditionner la compréhension de l'islam par rapport à ce que vous avez appris à l'école. Alors que ce que vous avez appris à l'école devrait vous permettre de comprendre en tout cas la dimension de l'islam en tant que tel. D'accord. Ça va, oui. Et vous permettre de faire votre propre lecture et une analyse qui cadre réellement avec les préceptes du prophète alayhi salam. C'est une manière de dire que elle est totalement à l'antipode de ce que le prophète alayhi salam enseignait. De ce que les vraies valeurs de la famille en islam, le droit de l'époux et de l'épouse et le consentement mutuel qu'il y a, le fait que vous êtes acceptés pour vivre ensemble et fonder une famille. D'accord. Et là, je vois que c'est là en train de se propager de plus en plus. Les gens se permettent de toucher. Malheureusement, c'est la triste réalité à laquelle nous assistons malheureusement. Alors ça, jeune fille aujourd'hui, jeune garçon aujourd'hui dans le contexte nigérien, il y a un tableau très sombre s'il faut le dresser. On parle de la question de la sexualité. Aujourd'hui, nous vous apprenons rien, cela fait l'actualité. Les éléments liés à toute cette question de sexualité incontrôlée, de dépravation des mœurs et tout ce qui s'ensuit. Alors vous, en tant que formateur, réformateur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle voix vous pouvez porter à l'endroit de cette jeunesse-là qui vous écoute en ce moment? Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la génération et les générations passées n'avaient pas connu ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, c'est-à-dire la révolution numérique et en tout cas la propagation de l'information et les outils qui en tout cas facilitent cela. La ligne n'est pas très bonne. Est-ce que vous pouvez un peu vous éloigner de votre poste? Ok. Voilà. Donc je disais, aujourd'hui, l'information ou les outils d'information sont beaucoup plus divulgués aujourd'hui qu'à l'époque, il y a 30 ans ou 40 ans de cela. Vous comprenez bien. Et aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus accès à certains sites qu'auparavant étaient réservés aux sites des adultes, par exemple, un peu plus. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec votre téléphone portable, vous pouvez avoir accès presque illimité à toutes les données jusqu'à... Il n'y a que votre conscience qui peut vous interpeller. Et là, c'est de plus en plus difficile de contrôler ce genre de questions. Par exemple, quand il s'agit de regarder des films à caractère X, aujourd'hui qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, je me souviens, il y avait à peu près quelques cybercafés qu'on appelait où vous pouvez aller là-bas, vous payez votre argent, vous pouvez avoir accès à Internet pour vous connecter. Mais aujourd'hui, avec les téléphones portables, l'information est carrément libertisée. Si on veut. C'est le libertinage total de l'information. Et ça devient de plus en plus difficile, et même à la communauté musulmane, de contrôler cela. Mais j'ai compris une chose, c'est que souvent même les autorités font du laisser-aller par rapport à ces questions qui touchent même l'intégrité morale de la société. Alors que par exemple, si vous allez toucher à l'intégrité par exemple d'un homme politique ou d'un gouvernement, vous allez voir, ils sont capables de vous interdire l'accès à l'Internet. Alors, ce qui veut dire qu'on peut créer les moyens pour que la jeunesse soit protégée, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Ça, c'est une question. Donc, les autorités ont beaucoup plus le devoir aujourd'hui de protéger moralement la jeunesse qui est là, qui est en train en tout cas, de faire les repères. Et nous devrons tous ensemble, les parents, la société, les autorités, ensemble conjuguer nos efforts pour amener cette jeunesse-là à retrouver ses lettres de noblesse et aller de l'avant du point de vue moral, du point de vue spirituel et aussi du point de vue académique, les contrôler, les idées et les mettre sur le droit chemin. Tout cela est possible. D'accord, le message c'était un plaisir de vous avoir en direct, d'avoir été en direct avec vous. Merci pour cette contribution. Nous espérons que tombera dans de bonnes oreilles et que ça sera très très contributif dans ce travail de prise de conscience et de réformes sociales que nous sommes en train de faire. Merci Samba, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Alors,
retour sur ce plateau. Alors, Ibrahim, on va continuer avec vous. Nous avons entendu ce que notre invité surprise vient de tout à l'heure. De tous ces problèmes que nous rencontrons, que la jeunesse rencontre aujourd'hui dans la dépravation des mœurs, le changement négatif de comportement, vous, en tant que jeune, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous interpelle? Ça nous interpelle tous en tant que jeunes. C'est vraiment lamentable, c'est vraiment une chose médiocre à laquelle nous assistons. Donc tout ce que nous pouvons dire, ce que nous constatons avec désolation et indignation, c'est le genre d'actes qui sont en train d'être posés. Donc c'est là que nous supposons humblement que c'est une faille dans l'éducation. Et quand je dis une faille dans l'éducation, je fais précisément notion ou bien appel à cette éducation familiale. Familiale, tout à fait. Avant d'être scolaire, d'abord l'éducation est familiale. Elle doit être inculquée, n'est-ce pas, dès les bas âges. Donc c'est à nos parents, n'est-ce pas, à la société, de prendre en charge cette éducation sociale qui est là. Donc je dirais tout simplement que c'est une faille dans l'éducation sociale. D'accord. Alors au-delà de ça, une recommandation, c'est l'une des propositions que vous avez de cette éducation sociale. Qu'est-ce concrètement, vous êtes au niveau d'une structure, tous mon école, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire, les responsabilités des différents acteurs, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour mettre fin ou bien un frein à ce problème que nous sommes auquel nous sommes en train d'assister malheureusement? D'accord, il y a le problème des réseaux sociaux là. Donc il appelle vraiment une brillante et pertinente proposition. Pourquoi, n'est-ce pas, les décideurs, dans la mesure de la faisabilité, ils peuvent, nonobstant tout, essayer, n'est-ce pas, de restreindre, n'est-ce pas, l'accès à l'Internet. Pas totalement, mais quand même à un certain âge. Il faut contrôler quand même. Il faut contrôler. Et aussi un appel à nos parents, à la maison, parce que c'est pas faire l'éducation qui est là. Il faut vraiment que nos parents prennent en charge, n'est-ce pas, notre éducation. Avant même que ça ne soit une question de société, c'est à la maison. Nos parents ont tendance à quitter tôt le matin pour venir à 20h, ils ne s'entretiennent pas avec leurs enfants, comment s'est déroulée la journée. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. En tout cas, c'est aucun suivi. C'est surtout ça. Donc c'est dans ce cadre même, nous, notre projet, au-delà, n'est-ce pas, ce qui fait la différence avec les autres clubs de lecture, c'est quoi? Nous, on a un système de suivi et évaluation. On suit l'élève, n'est-ce pas, l'évolution de l'élève, la compréhension. Et puis, c'est pas que seulement la lecture. Nous débattons des thèmes comme la violence en milieu scolaire, n'est-ce pas, et surtout, ces derniers temps, on a tendance à, bien que ce soit des sujets tabous qui sont là, mais quand même, on essaye un peu de toucher aux sujets, n'est-ce pas, qui font tabou là, notamment le sujet de la sexualité. Moi, je un peu sensibiliser ça dans le tabou. Personnellement, je pense que ça a dépassé le niveau de tabou actuellement. Vu l'ampleur que prend les choses, c'est mon avis. Je ne pense pas qu'on puisse cadrer ce sujet dans le cadre de tabou également. Surtout, qu'est-ce que vous en dites aussi, cette question de dépravation de masse? Le concept ou la notion le terme de sexualité ou même je ne sais même pas comment de quoi le qualifier. Ce n'est plus un tabou. Avant, nous avons eu la chance d'évoluer dans les milieux sociaux où voilà, il y a des choses qui sont tellement bien cadrées que bon, d'abord tu ne discutes pas de certaines choses, voilà, avec tes aînés. Et même quand vous êtes ensemble, il y a des choses qui sont, il y a des limites qui sont là. Aujourd'hui, quand Samba est intervenu, il a parlé de nos gouvernants. Parce que la distraction de laquelle nous sommes en train, c'est sciemment, moi je pense que les gouvernants sont. Parce que ça leur profite, hein. Le fait que nous soyons distraits, le fait que nous ne soyons pas concentrés, eux ils sont en train de faire leur. Comme on dit, leur madia, donc voilà. Donc une jeunesse qui est distraite, ça les arrange, ça leur profite. Donc eux, c'est pas trop leur problème, voilà. Mais récemment au Nigeria, on a suspendu. C'est des avocats qui ont même déposé une plainte contre 3 acteurs. Des acteurs qui dans leurs chansons ils font des trucs, ils disent des trucs, des paroles qui ne sont pas acceptables dans la société. C'est même des avocats, comment on les appelle, qui sont
à la justice, des avocats qui ne sont pas dans le privé, bien sûr, mais c'est eux qui ont porté plainte contre cela. Et on a censuré la chanson. C'est une chanson qui parle des trucs où on fait des insultes, quoi. On parle de père, voilà. Ce n'est pas bien. Parce que eux, ils nous montrent l'exemple que dans une société, il faut qu'il y ait des censures. Il faut des gens à qui on ne doit pas donner la parole. Il faut que ça existe. Ça a existé depuis la nuit des temps et ça doit continuer à exister aujourd'hui. Parce que dans la liberté d'expression, certains, ou bien dans le fait de devenir artiste, certains se donnent le droit de dire du tout et du n'importe quoi. Alors qu'à la télé, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Facebook, vous voyez, c'est des choses qui vont défiler comme ça. On ne sait pas dans les mains de qui ça va tomber. Ça tombe dans les mains des jeunes qui ne sont pas encore conscients de ce qui se passe et ça va les influencer dans le sens où ils vont répéter les chansons là. Eux, peut-être ils ne savent même pas à vrai dire c'est quoi le terme, parce qu'il y a des termes dans nos langues locales qui, bon, ce n'est pas très clarifié ce que ça veut dire, quoi, mais les anciens savent que ça c'est une insulte. Ouais, un enfant peut ne pas savoir que c'est une insulte, mais il le dit à la fada, il le dit dans le quartier, il passe, il le prêche partout où il va, parce que pour lui ce n'est pas un problème. Donc il faut qu'on censure, il faut qu'il y ait cet esprit ou cette façon, cette manière de censurer les choses. Est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui, vous avez évoqué un aspect qui me paraît très important, cette démission de l'autorité qui est là, à laquelle malheureusement nous assistons et que nous constatons. On a l'impression qu'il n'y a pas un arsenal de cadrage de cette jeunesse-là. On peut faire ce qu'on veut. Vous voyez par exemple, l'exemple le plus récent, c'est cette question de la sexualité qui brille dans le cadre du tabou, et que moi je pense que tout comme surtout qui dépasse le stade du tabou aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas le lieu d'en parler sur le plateau, je ne sais pas. Non, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Il le faut. Cette vidéo-là qui malheureusement est balancée sur les réseaux sociaux. C'est malheureux pour notre société. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Il y a des tabous qui ont été brisés et c'est les réseaux sociaux qui ont facilité cela. Ils ont facilité le fait que ça. Là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de responsabilité? Qu'est-ce que l'État peut faire? Les familles, qu'est-ce qu'on peut faire? Les parents, les jeunes, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à ce problème? La responsabilité, elle est partagée. Bon, il faut que d'abord les aînés, ceux qui sont à côté de ces jeunes, les plus jeunes là, il faut qu'ils les encadrent. Parce que nous avons aussi des aînés qui sont des tarés. En fait, c'est eux qui applaudissent. Oui, il faut dire les choses par leur nom. Moi, j'ai pas la gueule de bois. J'ai dit les choses telles qu'elles doivent être dites, quoi. Voilà. Il faut appeler un chat comme on le dit. Voilà. Oui, il y a des aînés qui sont à côté des plus jeunes et c'est eux qui les encadrent, qui les applaudissent. Bon, voilà, oui, c'est ça, oui, il faut faire. Non, la distraction, c'est pas ça, être réveillé. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre chez nous. En fait, on pense que plus je suis distrait, plus je suis éveillé. Non, ça, c'est tellement le contraire. Prenons l'exemple, je ne sais pas pourquoi nous voulons seulement prendre le mauvais exemple de l'Occident, on ne prend pas le bon exemple. En Occident, même si il y a une jeunesse, elle sait comment elle se distrait. Elle sait quand elle se distrait. Voilà. Et dans quoi elle se distrait. Ce n'est pas une jeunesse qui est laissée à elle-même, hein, comme on le voit chez nous. Nous copions seulement le mauvais exemple. Ils sont récemment, j'ai vu une publication que j'ai lue qui m'a beaucoup interpellé. Des jeunes à qui, à la rentrée, on leur projette un film de leurs parents, du labeur. Des travaux que font leurs parents pour qu'ils savent comment les parents arrivent à payer leur scolarité. Ça, c'est un bon exemple. Et pourquoi on ne prend pas cet exemple-là? Mais nous prenons seulement l'exemple de ceux qui nous viennent de l'autre côté, mais qui n'est pas bon. Parce que même là-bas, ce sont les laissés pour compte, hein, qu'on nous envoie à la télé, qu'on nous envoie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec le truc d'influenceurs et autres, ils créent des pages YouTube, ils créent des pages Facebook, voilà, et ils nous bombardent. Et la jeunesse pense que là-bas, de l'autre côté, voilà ce qui se passe. Non, même de l'autre côté, c'est pas ce qui se passe. Il y a des jeunes qui sont concentrés, qui sont à l'école, des jeunes qui sont concentrés dans des universités, des jeunes qui sont
en dehors même des universités, qui sont dans des trucs, les travaux manuels, là, qui sont concentrés, qui évoluent, qui se perfectionnent de ça, mais nous prenons seulement le mauvais exemple. Donc il faut que la responsabilité elle est partagée, je reviens. Les aînés, là, ils doivent se dire que nous, eux, ils n'ont pas, eux, ils ont eu la chance de recevoir, d'avoir une bonne éducation, c'est ce qui fait qu'ils continuent à vivre. Sinon, un aîné qui dit que mal, vous ne pensez pas que lui aussi il a été mal éduqué? Non. Bon, nous, on a eu la chance que, avant ces années 2000 là, bon, que nos parents ont fait de leur mieux, nos aînés ont fait de leur mieux pour qu'ils nous guident sur le bon chemin, sur le droit chemin. Donc, ça veut dire que tout celui qui cherche à pousser l'enfant, la génération 2000 là, à l'applaudir parce que, bon, à aller danser, à aller faire du featuring ou je ne sais pas comment ils appellent le truc, ça, c'est pas responsable. Il faut le dire parce que si nous continuons à vivre, si nos aînés là ont eu la chance de continuer à vivre, parce que la vie, ce n'est pas seulement souffler, manger et dormir. Des fois, la vie peut disparaître, même quand tu manges, tu souffles, tu dors là, mais tu ne vis pas, tu es mort qui est en train de la responsabilité des adultes, la responsabilité des parents, parce qu'il y a des parents aussi qui ont démissionné, qui pensent qu'il faut mettre l'enfant dans le luxe. C'est ce qui prouve que nous sommes en train de le gérer. C'est notre enfant, on doit le mettre dans les conditions. Les conditions, c'est différent du luxe abstrait là. J'appelle ça un luxe abstrait parce que ce n'est pas un luxe concret. Vous comprenez? Ils font tout. Il y a des parents qui se trimballent par-ci, par-là, qui se grillent, ils se décarcassent, le terme que j'ai cherché, ils se décarcassent pour élever leurs enfants. Ils les élèvent, ils leur fournissent tout, ils les mettent dans le luxe, mais ils ne savent pas que ça, c'est pas ça la vie. Le luxe ne fait pas vivre. Le matériel seulement n'aide pas à faire vivre un enfant. Il faut aussi spirituellement le former, lui inculquer les bonnes valeurs, lui inculquer les valeurs religieuses, lui inculquer les valeurs qui vont le pousser à respecter les autres, à respecter l'humanité. Encore que nous avons la chance d'être dans un pays musulman. Oui, nous sommes des musulmans. On a l'impression que certains. Moi j'ai fait de ça mon style quand je parle. Généralement, je ne veux pas parler trop d'islam. Je ne veux pas vous citer des versets, je ne veux pas vous citer des récits de la part du prophète parce que je considère que nous sommes tous des musulmans. Il y a des gens qui, dès que vous commencez à leur parler, ça, voilà, moi je n'ai pas été à mon 40 ans. Non, moi je te parle en tant que citoyen, en tant qu'homme de culture, parce que dans la culture, la religion existe aussi. Vous comprenez? Parce que j'ai vu qu'il y a ceux qui sont très réticents à ceux que vous leur citiez des versets ou des hadiths, non. Alors qu'ils sont musulmans, quand tu fais l'erreur, oui, pour finir, je vais en finir, quand tu fais l'erreur de dire qu'ils ne sont pas des musulmans, là vous n'allez plus vous entendre, ils vont dire que non, c'est pas toi qui m'as mis un truc comme ça. Donc c'est un style que j'ai emprunté, ça fait un bout de temps, peut-être que ça a reçu, peut-être que ça ne reçut pas, là après je vais me poser pour faire le bilan moi-même, vous comprenez? Donc il faut que les gens soient concentrés. En fait, nous sommes des musulmans, c'est pas tout qu'on va prendre, on ne prend pas tout de n'importe qui. Il y a des valeurs à défendre. Oui. Il y a une éthique. Oui, on ne prend pas tout de n'importe qui. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à rejeter. De l'Occident, nous prenons les bonnes choses, on leur laisse les mauvaises choses. On prend les bonnes choses, on leur laisse les mauvaises choses. On n'a pas à dire que voilà. Être éveillé, c'est être concentré, avoir un objectif, savoir qui nous sommes et où est-ce que nous allons. C'est ça, être éveillé. D'accord, surtout, j'ai envie de me dire en 3 phrases, cette jeunesse-là qui vous suit en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en 3 phrases? Vous les regardez devant la caméra et vous leur parlez. La jeunesse, moi, le conseil que j'ai à nos jeunes aujourd'hui, je leur conseille de lire, de suivre, d'écouter, comprenez, et de ne pas se contenter de ce qu'on leur apprend à l'école, à l'université. Parce que ça, seulement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous sommes dans un monde qui est, comme on l'appelle, c'est une planète, un village planétaire. Où les choses passent rapidement. Vous comprenez? Oui, il faut que nous soyons concentrés. Il faut se former. Et surtout sur les langues, parce que j'ai fait de ça aussi un cheval de bataille. Il faut apprendre les langues. Comprenez le français, comprenez l'anglais, comprenez l'arabe. Avec ces 3 langues-là, ça vous mettra dans une position où, quand quelqu'un vient vous vendre des illusions, vous analysez, vous lui rejetez ce qu'il vous vendre. Calmement. D'accord, c'est bon. Le message est reçu. Jeunesse a compris le message. Ibrahim, également, on va prendre votre mot de la fin. On a parlé de toutes ces questions. Qu'est-ce que vous avez concrètement à dire en termes de conclusion? En termes de conclusion, je vais essayer d'aller dans le même sens que mon connaisseur qui est ici présent, la lecture.
Donc on a tendance à dire qu'un peuple cultivé est un peuple libre. Et la liberté, elle ne s'acquiert qu'à travers la lecture. Et la lecture, en quoi faisant? En lisant les œuvres. Et notamment, moi, je préconise les œuvres nigériennes. Et c'est dans ce sens que Bolivar dit qu'un peuple ignorant est l'aveugle instrument de sa propre destruction. Donc, c'est notre ignorance qui est en train de conduire à notre dépravation en quelque sorte. Des mœurs, c'est tout ça là. Donc, c'est plus on lit, plus on se cultive, plus on est libre. Tout simplement. Donc, j'incite vraiment la jeunesse nigérienne, que moi je considère d'active, de dynamique, n'est-ce pas, à plus s'adonner à la lecture. À la lecture surtout, et surtout notamment la lecture des œuvres nigériennes. Ceci dit, Et ça, c'est votre travail que vous faites. Effectivement, c'est le travail que nous sommes en train d'abattre. Donc, j'invite vraiment toute la jeunesse, pas que seulement la jeunesse, n'est-ce pas, les décideurs, les jeunes vraiment soucieux de l'avenir de ce pays, n'est-ce pas, soucieux de l'essor de ce pays, vraiment de nous prêter main forte, de fédérer les efforts pour qu'on puisse vraiment avoir un pays émergent. D'accord, merci. Typiquement, on m'a parlé des questions de lecture, ça fait partie des sujets que nous devons débattre. Alors, Ibrahim, pour finir, vous êtes détenu comme jeune conscient. Ces jeunes qui vous ont suivi, vous les regardez tout droit dans la caméra. Qu'est-ce que vous leur dites en 2 mots? En 2 mots. En 2 mots, je vais justement leur dire d'abord la persévérance. La persévérance surtout et la persévérance toujours. D'accord. Il faut être persévérant, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Au-delà du tout, on est dans un pays qui est en train de petit à petit sortir la tête de l'eau, comme on dit. Donc la persévérance, elle doit être de mise. Être aussi conscient, c'est extrêmement important. Alors là, la jeunesse, aujourd'hui, nous en avons parlé, jeunesse consciente. J'étais en compagnie de Isaac Chitou, merci. Merci d'avoir été à notre compagnie. Ibrahim également, merci. Merci d'avoir été à notre compagnie. Vous également qui nous avez suivis, nous vous disons merci. Il faut tout simplement retenir de cet entretien que la jeunesse est un temps de la vie humaine. C'est l'étape la plus fondamentale, la plus importante, la jeunesse. Un jeune, la jeunesse en un mot. La jeunesse est l'incarnation du présent et du futur. Elle est prépondérante, c'est une place qui est réservée aux grandes nations. Les grandes nations qui souhaitent se développer mettent l'accent sur le potentiel de leur jeunesse. Une jeunesse doit conférer à une société sa splendeur, son dynamisme. La jeunesse est l'espoir et la bonne sémence de laquelle est attendue la bonne récolte. La jeunesse symbolise et rassure la force qui édifie et réalise les exploits. De la jeunesse dépendent les grandes aspirations des nations. Jeunesse consciente, c'est un espoir, c'est une espérance, c'est une assurance, c'est un réconfort, c'est un message que nous attendons de cette jeunesse nigérienne, qui est l'avenir de ce Niger, qui est le levier du développement de ce Niger, qui est la relève de demain, cette jeunesse-là qui constitue le fer de lance du développement de ce pays que nous aimons tant. Il faut donc chaque acteur dans sa sphère de responsabilité jouer son rôle. L'État doit cadrer la jeunesse, l'État doit accompagner la jeunesse dans son éducation, dans sa formation. Les parents au niveau de la cellule familiale doivent assurer leur rôle. Les aînés également doivent assumer leurs responsabilités en termes d'éducation. Cette jeunesse elle-même, elle doit se donner une orientation, des objectifs nobles, des objectifs souhaitables, des objectifs en termes de formation, en termes de formation morale et sociétale également. Cette jeunesse, nous le rappelons, c'est l'espoir de ce pays et nous espérons, Inch'Allah Ta'ala, avec les valeurs que prône l'islam, les valeurs que prône notre belle religion, revenir et retrouver les lettres de noblesse pour notre jeunesse, la jeunesse nigérienne. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe de réalisation. Merci et on se donne rendez-vous Inch'Allah la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, toujours en rapport avec cette jeunesse nigérienne. Portez-vous bien, le programme continue sur Bon Ferré Télévision et Radio. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.